va faire un petit tour de table pour commencer. Donc, pour ma part, c'est Marie Dumoulin de la Fédération Addiction. Du coup, je travaille particulièrement sur tout ce qui est en lien entre, tous les projets qui traitent du sujet addiction et précarité. Donc, notamment avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc, on pourra vous redire 2-3 mots sur le projet aussi en introduction. Et du coup, je travaille particulièrement aussi avec Fanny Guémer, qui est là, du coup, qui va pouvoir se présenter aussi. Bonjour tout le monde, donc Fanny Guémer, chargée de projet addiction et précarité au siège de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et j'interviens principalement sur les projets liés aux addictions, à la thématique addiction, et en partenariat avec la FA et beaucoup en binôme avec Marie. Et je passe la parole à Lali. Bonjour, je suis Lali Ouriagli, je suis la déléguée régionale de la Fédération des acteurs de la solidarité Océan Indien, donc à La Réunion. Et j'interviendrai tout à la fin de ce webinaire pour présenter les perspectives de nos actions à La Réunion et dans l'Océan Indien. Alors, du coup, on a aussi Sonia Gauthier qui est là aujourd'hui. Ah non, on ne vous entend pas, votre micro est un peu loin. Comme ça. Vous m'entendez mieux comme ça? Ouais. Donc, je suis Sonia Martin-Gauthier, je suis la directrice de la communication du SAOME. A priori, je ne vais pas beaucoup intervenir pendant ce webinaire, à part en soutien si besoin. Merci. Et on a aussi, du coup, Monsieur Chassagne du réseau OT. Bonjour, Laurent Chassagne, le directeur des établissements et services du réseau OT à Saint-Paul. Et du coup, Madame Trébelage et Malagnane de la PEJ. Oui, Malagane. Bonjour, Laurence Malagane, effectivement, directrice adjointe du pôle social de la PEJ, qui a donc 2 établissements CHRS sur l'île. Et Florine Trébalage, chef de service des dispositifs Nord du pôle social de la PEJ, dont un CHRS, un service AVDL d'accompagnement vers et dans le logement et une maison relais. Merci. Voilà, du coup, on a donc l'objectif principal de ce webinaire, c'est qu'on puisse un peu continuer de voir comment se mettent en place les coopérations entre structures pour travailler la question de la réduction des risques en hébergement. Donc, on va voir une première partie qui sera plus sur voilà, en quoi consiste la prévention, la réduction des risques, etc. Du coup, c'est Monsieur Chassagne qui va présenter cette partie-là. Et après, il y aura aussi voilà, les témoignages de la PEJ et de ce qu'ils peuvent faire, notamment en collaboration avec Addiction France, le réseau OT, sur la question. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre au maximum un échange de pratiques et de apporter quelques éléments concrets sur la manière dont ça peut se traduire, s'incarner la réduction des risques en hébergement. Et avec l'idée qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions, mais aussi à compléter par vos expériences respectives, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de cette question dans les établissements et qu'on n'a parfois pas au quotidien la possibilité d'avoir de la visibilité sur les actions des uns et des autres, alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent inspirer d'autres pratiques, inviter à se questionner sur les actions qu'on fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de permettre les échanges autour des pratiques respectives. Du coup, pour revenir très rapidement sur ce projet-là, le contexte dans lequel on fait ces webinaires, donc c'est un projet qu'on mène depuis février, sachant ça fait longtemps que la FAS et la Fédération Addiction travaillent de manière conjointe autour de la réduction des risques en hébergement. On trouve que c'est un vrai enjeu pour garantir au maximum l'accueil inconditionnel des personnes, notamment quand elles sont consommatrices de produits. Et donc, et qu'il y a vraiment une plus-value à faire en sorte qu'il y ait des coopérations pour que les personnes puissent aussi avoir un accompagnement qui se fait dans le secteur du droit commun, du point de vue de leur santé,
Donc voilà, en travaillant si possible du coup avec les structures spécialisées en addictologie. Donc on a un travail conjoint depuis presque 10 ans avec des projets variés sur le tabac, sur les femmes récemment. Et donc du coup on a ce projet aussi en cours de route qui a notamment émergé des suites de la crise sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui sont remontés du fait de la consommation des publics confinés. Du coup, on a décidé de faire ce projet-là pour continuer à travailler, à mettre en place des dynamiques et surtout aussi pour voir un peu quels sont les besoins et les pratiques des professionnels, puisqu'on n'a pas forcément tous les retours toujours en temps réel. Du coup, voilà, ça permet aussi de faire un point d'étape sur ce qui se fait, et puis surtout voilà, les besoins pour qu'après, pour la suite, on ait des projets qui soient le plus pertinents par rapport à ce qui peut être rencontré sur le terrain. Donc on a fait un premier état des lieux, il y avait un questionnaire qui est toujours ouvert et qui permet d'avoir ces remontées-là sur les besoins pratiques existantes. Et ensuite, on a aussi on a cette phase du coup de webinaire qui permet justement d'aller un peu plus loin dans l'échange de pratiques, dans la remontée aussi des possibles problématiques, des enjeux qui sont rencontrés. Et en dernière phase, on aura aussi du coup une phase de diffusion, un peu déjà d'analyse de tout ce qu'on aura pu avoir comme remontée pendant ce projet-là, publier quelques recommandations pour nous, pour la suite, mais aussi pour tous les acteurs qui peuvent travailler sur cette question-là, avec qui on est en partenariat. D'autant plus qu'il y a l'appel à manifestation d'intérêt de la DIAL qui est paru cette année et qui a des nouveaux projets qui se lancent sur la question, que ce soit et qui sont menés alors déjà par la FAS, notamment dans l'océan Indien. On aura l'occasion d'en reparler aussi à la fin avec Lali, et avec d'autres groupes comme le groupe SOS, la Croix-Rouge, etc. Donc on a tous à y gagner aussi à savoir un peu mieux quels sont les freins et les leviers de la RDR pour pouvoir faire avancer au maximum les coopérations, les dynamiques concrètement. Voilà, donc on aura cette dernière phase, et pour l'instant, on a commencé un peu à analyser ce qui ressort de l'état des lieux, des webinaires. Pour l'instant, il n'y a rien de paru officiellement parce qu'on n'a pas encore fini. C'est notre 9e webinaire, je crois, actuellement, mais il en reste quelques-uns encore à venir. Et il y a toujours des réponses qui continuent d'arriver pour cet état des lieux, le questionnaire. On vous invite, on vous mettra le lien pour que vous puissiez y répondre. D'autant que du coup, voilà, comme je disais, ça sert à constituer une cartographie qui permet soit que les professionnels puissent mentionner qu'ils sont intéressés pour mettre en place des coopérations, mais ça permet aussi de pouvoir identifier des établissements qui ont potentiellement des actions intéressantes en termes de réduction des risques. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à vous emparer de cette cartographie pour voir ce que font les autres professionnels en termes de réduction des risques. Et il y a les coordonnées, donc c'est possible aussi de passer un coup de fil pour dire on a vu que vous faites, qu'il y a ça de mis en place dans votre structure, mais concrètement, comment est-ce que vous faites, puisqu'on serait intéressé par avoir le même type de dispositif, etc. Donc voilà, donc on a toujours des nouvelles réponses, donc n'hésitez pas, c'est toujours possible d'y contribuer actuellement. Donc on analysera un peu plus, de manière un peu plus détaillée tout ça au début de l'année 2022. Mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une dynamique assez récente. Il y a beaucoup de partenariats qui ont été, quasiment la moitié des répondants disent qu'ils ont un partenariat qui ont été faits dans les 5 dernières années. Alors, il y a 70% des structures qui ont un partenariat, une coopération, ce qui est assez élevé. Après, on ne sait jamais s'il y a un biais éventuellement de réponse, c'est-à-dire que les personnes qui répondent peuvent aussi être celles qui sont le plus intéressées, mais ça donne quand même un ordre de grandeur sur le fait que voilà, ça commence à être des pratiques répandues. On voit aussi que les problématiques qui sont le plus posées en termes que les professionnels constatent le plus quand il s'agit des problématiques addictives, c'est surtout celles qui ont trait au parcours de la personne, c'est-à-dire l'aggravation de la précarité économique pour les personnes à cause de leur consommation, les ruptures de parcours, la difficulté à maintenir un lien.
D'où l'intérêt du coup d'avoir cette approche de réduction des risques qui induit le fait de parler des risques de manière globale pour la personne, pas seulement sanitaire, mais aussi ceux qui peuvent être liés à l'aspect économique, social de la personne. Voilà, les consommations peuvent mener à des risques multiples et d'où l'intérêt d'en parler vraiment de manière globale et pas seulement avec une approche purement sanitaire. Donc ça, c'était aussi un des premiers constats qui a permis l'état des lieux. Une autre chose aussi qui est intéressant de constater, c'était le fait que les pratiques sont encore assez hétérogènes, par exemple concernant l'autorisation des consommations aussi dans les centres d'hébergement, sachant que des petits micros sachant que les produits juridiquement, par exemple par rapport aux produits, l'autorisation des consommations, elle se base sur la distinction entre produits licites et illicites. C'est-à-dire que, par exemple, les produits qui sont licites ne peuvent pas être interdits dans les structures d'hébergement, par exemple l'alcool et le tabac, sauf le tabac évidemment dans les espaces couverts collectifs. Et par exemple, dans les chambres qui sont considérées comme des espaces privés, on est censé pouvoir autoriser les consommations. Donc, il y a des structures qui l'autorisent, mais d'autres pas encore. Après, c'est vrai qu'on sait que c'est aussi quelque chose qui se fait très progressivement, parce que le fait de passer de tout interdire à tout autoriser, c'est pas forcément aisé. Et c'est vrai que ça nécessite du temps pour que chacun trouve ses repères, personne comme professionnel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille sur cette question-là. Et sur les derniers points qu'on constatait du point de vue des freins et des leviers au partenariat, donc déjà, il y a des actions qui sont assez diverses qui sont mises en place. L'orientation est systématique quasiment pour les professionnels qui ont des coopérations. Il y a aussi énormément d'actions de formation, sensibilisation réciproque. Les consultations avancées sont beaucoup moins mises en place pour le moment, sans doute aussi parce que les financements qui y sont liés sont aussi relativement récents de la part des ARS. C'est vrai que c'est un levier d'action qui est intéressant à développer et à pousser. Et donc, pour finir sur les freins et leviers identifiés, alors les plus-values des coopérations qui sont notées par les professionnels, c'est déjà une bonne interconnaissance. Ça favorise vraiment l'interconnaissance entre les structures, de savoir un peu mieux quelles sont les missions respectives, etc. Et ça permet évidemment aussi une amélioration de l'accompagnement des personnes. Donc voilà, c'est les principales plus-values des coopérations. Et dans les leviers d'amélioration, alors, il y a souvent la question des moyens. C'est clair que la capacité aussi à créer ce genre de coopération, ça tient aussi au soutien qu'on peut avoir de la part des pouvoirs publics, etc. Donc, c'est vrai que l'AMIDIAL, ça va aussi quelque part dans le bon sens, la reconnaissance de l'importance de la réduction des risques en hébergement et du soutien qui peut y être apporté. Et il y a aussi tout un enjeu de formalisation, de trouver ses repères dans le partenariat, donc de le formaliser si possible et aussi de développer une bonne coordination entre professionnels. Donc, c'est des choses qu'on essaiera aussi d'accompagner, nous, avec la fin du projet, parce qu'on est actuellement en train de réfléchir aux outils qu'on va faire paraître. Il y aura probablement des modèles de convention, de règlement intérieur, etc., pour que ce soit aussi plus facile, du coup, de formaliser les partenariats. Donc, voilà pour les différents points qui ressortent pour l'instant du projet à ce stade, sachant que le fait qu'il y ait des réponses supplémentaires, ça nous permettra aussi de mettre à jour notre analyse et on la publiera au début de l'année prochaine pour qu'elle puisse être visible par tous et puis qu'elle puisse donner à tous des éléments pour continuer à avancer sur cette question. Voilà. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, voilà, l'objectif, comme je disais, c'est vraiment de favoriser l'échange de pratiques autant que possible. Donc, n'hésitez pas du coup à poser vos questions tout du long. Et je vais passer du coup la parole à Monsieur Chassagne pour qu'il puisse nous redire un peu en quoi consiste la réduction des risques et notamment dans le contexte local de l'océan Indien. Alors, je vais commencer par pas répondre à la question. Juste je suis juste un peu surpris, dommage de la chronologie de ce temps de rencontre.
parce que cet état des lieux sur l'océan Indien, avec beaucoup des acteurs qui sont présents, a eu lieu dans le cadre de l'AMI. Alors je sais que l'AMI va en parler en fin de réunion, mais pas plus tard qu'hier, on avait une réunion inaugurale. C'est juste, là, on va parler d'un état des lieux de ce qui se fait maintenant, alors que on sait déjà vers quoi on veut aller, au moins pour ceux qui se sont engagés dans cette AMI. Donc voilà, c'est juste, je trouve que, et j'espère qu'on pourra refaire la même chose dans 6 mois, comme ça on saura déjà les premiers éléments quand on aura mis en place que l'on souhaite faire. Voilà, c'était juste une remarque suite à ton introduction, Marie, pour resituer les choses, parce que je suis un peu surpris en dehors même du fait que la commande, je vais essayer d'y répondre, même si je l'ai eu que tardivement. La RDR, de toute façon, on est en plein dedans. On nous dit depuis quelques mois maintenant, et on l'a tous dans sa poche, même si là à l'écran on peut s'en passer. On a tous un masque. On a tous un masque qui nous permet, voilà, de réduire les risques pour soi, pour autrui. Avec une différence, je trouve, en ce qui nous concerne sur l'approche de la RDR, c'est que celle-ci, elle est souvent associée avec des gestes barrières, avec des distanciations sociales, alors que moi j'aime bien évoquer la RDR, réduire des risques, c'est aussi pour renouer des relations qui sont souvent et parfois compliquées, difficiles autour des questions des consommations. Alors, on n'est pas des, je me permets, hein, mais on n'est pas des ovnis. Sait pas dans notre petite tête que c'est créé la réduction des risques. Elle existe depuis des années à l'international. Elle existe depuis plus de 40 ans en France. Et alors là, tout simplement, l'idée première, il y a 40 ans, c'était l'épidémie de sida, c'était une population des toxicomanes, à l'époque appelée comme ça, qui était sujet et avait la problématique d'une contamination accrue par, pour beaucoup, un échange de seringues. Et donc, la mise en place de ces programmes d'échange de seringues, alors là, je ne me rappelle plus, il doit y avoir quelques personnes dans l'auditoire qui doivent se rappeler, mais je crois que c'était Barzac, la ministre à l'époque, qui a décidé de mettre en place ce type de programme d'échange de seringues, qui après, par la suite, s'est constitué en boutique et donc de liens avec les usagers de drogue, puisqu'on était à ce moment-là encore très séparés entre la question alcool et la question toxicomanie, pour arriver à politiquement une structuration, une reconnaissance, un établissement médico-social. Et ça, de mémoire, ça doit être 2003-2004, les premiers cas. Alors pourquoi je dis on est des ovnis? Parce que parfois, quand on va avoir des partenaires, peut-être pas ceux qui sont présents aujourd'hui, mais quand on va auprès d'acteurs, je sais pas, des municipalités et autres, l'approche RDR est souvent reconnue, repoussée parfois sous le principe de c'est permissif. L'idée première de la réduction des risques, c'est qu'on a des personnes en face de nous qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, ou ne veulent pas arrêter leur consommation, et que c'est de notre devoir qu'ils le fassent en pouvant garder une santé acceptable. Alors la santé, elle va être à tout point de vue. Marie évoquait tout à l'heure la question de la santé financière. Elle peut être, et on pourra peut-être y revenir dans l'après-midi sur cette question-là. Mais c'est avant tout ça. Donc on n'est pas là pour aller permettre des consommations. On est là pour accompagner, pour nouer, renouer des liens, des relations
avec des gens qui en sont souvent loin et pour lesquels les consommations, si on dit non, si on dit c'est l'abstinence qui est la seule solution, ça peut en être une, mais ce n'est pas l'unique solution, fait qu'on coupe toute discussion. Je prendrai l'exemple de certains lieux avec hébergement en métropole, pas ici. À partir du moment où on interdit toute consommation, on coupe la discussion, on coupe le lien, on coupe la possibilité d'en discuter, d'en lier, de voir comment c'est possible, comment c'est imaginable. Ça, c'était un premier point sur la réduction des risques. Alors, comment et pourquoi on le fait tout simplement aussi, et c'est un des éléments importants de la partie réduction des risques depuis le début, c'est le rôle des usagers. Je vous parlais de l'épidémie de sida et les premiers qui ont revendiqué et qui ont alerté la santé en général, c'est les personnes qui étaient contaminées par le sida et qui pouvaient, eux, apporter des éléments de leur expérience de vie avec, entre autres, des traitements, mais qui ont alerté. Alors là, je pense à AIDS, je pense à ACT UP et à d'autres. Mais c'est alors certains et un que j'apprécie, que je connais pour avoir travaillé longuement avec lui, parle de l'approche expérientielle à la Morel. D'autres peuvent le dire un peu différemment, mais le tout, c'est de se mettre en tête que les personnes que l'on a en face de nous, ils sont responsables. Et pourquoi, quand on parle de drogue, la réduction des risques devient un lieu permissif, alors que pour d'autres éléments de la santé, on appelle ça de l'éducation thérapeutique du patient. Je pense au diabète, je pense à d'autres éléments comme ça où on est bien d'accord que ce joli mot anglais qu'on appelle empowerment ou pouvoir d'agir, c'est tout ce que les usagers sont en capacité de pouvoir gérer, de pouvoir faire de leurs problématiques de santé. Avec des périodes, des moments où c'est peut-être moins possible pour eux, moins acceptable, moins parce que pour X et Y raisons, mais c'est un des piliers, et là je pense qu'on se rapproche les structures addicto des structures de l'hébergement, c'est le rôle des usagers dans leur parcours, le rôle dans leur mieux-être, leur bien-être, tout en mettant en avant aussi les risques qu'ils prennent. Alors, on va beaucoup, on nous a beaucoup interrogé aussi sur cette question des risques et en apportant aussi des éléments autour de consommation qui apportaient des problèmes. Moi, je continue à penser que c'est l'œuf et la poule. Est-ce que c'est pas plutôt les problèmes qui apportent des consommations? Rappelez-vous les uns les autres. Alors, c'est jamais soi, mais plutôt vos voisins. Rappelez-vous vos voisins, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils peuvent commencer à avoir des consommations. Alors, on n'est pas toujours dans des consommations dites qui aboutissent à une addiction, mais on peut être sur des consommations à risque. Je sais pas, vous avez sûrement un voisin qui surconsomme des traitements, des médicaments, peut-être parce que un peu de stress, peut-être parce que du mal à s'endormir, mais qui pourtant prend la voiture, qui pourtant va consommer un verre ou deux d'alcool, et pour lequel les risques sont importants. Là, c'est des risques de vie quand c'est la voiture, mais pour d'autres éléments, on se rend compte qu'on est les uns les autres en capacité d'avoir un certain pouvoir d'agir. Donc c'est avant tout cette question, la réduction des risques, dans ce sens-là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous en dire de plus alors, il y en a plein qui sont plus jeunes, alors ils regarderont sur l'ORTF, mais je finirai par ça.
par le RTF. La réduction des risques alcool, ça fait très longtemps que ça existe, puisqu'il y a très longtemps, il y avait une pub, on disait un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Donc on est bien d'accord qu'un verre ça va. À la même époque, il y avait la même campagne pour la drogue, et la drogue c'était de la merde, il fallait tirer la chasse d'eau. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous laisse poser, réagir et qu'on échange les uns les autres. Il y a plein d'autres acteurs de la RDR ici. Merci Laurent pour cette bonne définition et cette bonne contextualisation de la réduction des risques. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur sur ce qui vient d'être dit. En tout cas, Laurent, vous êtes applaudi. Merci dans la conversation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez la petite option aussi, lever la main. Ce sera plus facile pour qu'on voit. Sinon, je vais passer la parole du coup à la Pej pour qu'il puisse nous dire éventuellement aussi. Alors, j'ai vu qu'il y avait Monsieur Lozé et Madame Lecoq. Alors, je suis désolée si vous voulez aussi vous présenter. J'ai omis de vous passer la parole tout à l'heure, mais du coup, si vous voulez aussi vous présenter, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes connecté toujours. On ne vous entend pas, Madame Lecoq. Là, ça devrait marcher. Ouais, ça marche. Oui. Donc, bonjour, moi c'est Odile Lecoq, donc directrice d'Addiction France, anciennement AMPA, donc, qui gère 4 centres de soins à La Réunion, et centre de prévention, formation. J'ai Christophe Lozé, moi j'avais laissé un petit mot dans la conversation, donc je suis juste venue me présenter et je ne peux malheureusement pas rester, je suis pris par d'autres réunions. Donc j'ai Monsieur Lozé, le directeur des établissements du Nord-Est qui va arriver logiquement, et avec l'équipe, une partie de notre équipe qui intervient justement dans des structures d'hébergement. Alors je pense qu'ils sont là. Ils doivent intervenir, je crois, pour témoigner un petit peu de ce qu'ils font au niveau de la réduction des risques avec le CHRS Pierre Morange, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ben, je vous laisse le relais. Très bien. Non, écoutez, je vais laisser davantage Florine Trébalage s'exprimer et les équipes Addiction France. Donc, juste pour peut-être situer un petit peu sur, et notamment pour Mayotte, sur la APEJ, la APEJ du groupe SOS, on travaille historiquement sur ces questions-là puisque le partenariat sur la RDR avec le réseau OT et Addiction France date maintenant de quelques années. On a souhaité mettre un petit peu un coup de turbo à tout ça et l'AMI est arrivé pile à propos, notamment parce que avec Florine Trébalage et Nadège Sola, c'était des questions qui étaient centrales dans nos réunions, les deux cadres des services sud et nord. Donc, on a 2 gros CHRS, l'un au nord de 50 places et l'un au sud de 45 places, et elle va le détailler, qui accueille un public évidemment très concerné par ces questions-là, et notamment un public sortant de prison. Donc, c'est des questions aussi qui viennent lever des spécificités des publics sur nos accueils en AHI. Et avec Florine, par ailleurs, notamment, ce sont des questions qu'on travaille depuis de nombreuses années, de par nos parcours professionnels, et qu'on souhaite impulser de façon centrale dans l'accompagnement des usagers sur notamment cet hébergement-là, mais aussi les autres établissements, puisque on a construit sur notre pôle social à la PEJ une sorte de parcours résidentiel qui permet à la fois d'héberger sur les 2 CHRS, mais également le dispositif d'accompagnement des auteurs de violences intrafamiliales, qui permet de loger sur le FJT, bientôt les FJT et maison relais, mais également dispositif AVDL. Et pour finir, on a des services également de l'insertion par l'activité économique. Et donc,
forcément, cela, ça nous appelle à construire des parcours à l'intérieur, transversaux, qui puissent profiter à toutes les personnes qui viennent et qui sont accompagnées. Et donc, on est d'autant plus vigilant à cette question-là de la consommation, de la RDR, de la façon dont on va pouvoir, en dispositif éclaté et en collectif bientôt, gérer cette question et faire monter aussi l'expérience et dont parlait Laurent Chassagne tout à l'heure. Donc voilà, on est d'autant plus intéressé et addict à ce sujet. Je passe la parole à Florine. Alors du coup, nous, effectivement, l'enjeu principal sur les structures d'hébergement, notamment le CHRS, c'était de permettre le maintien sur la place d'hébergement pour les personnes qui souffrent de problématiques addictives. Et en fait, on est parti aussi d'un état des lieux, de constats et de modalités de travail qu'il fallait améliorer et pour lesquelles on a sollicité l'équipe mobile d'Addiction France. Donc du coup, je vais vous partager l'écran. Hop. Alors, 2 petites minutes. Oui, peut-être juste rajouter, pendant que Florine se prépare, qu'on a commencé ce travail-là sur le sud avec le réseau OT, avec des réunions en amont de l'AMI, avec des réunions qui ont lieu avec M. Chassagne et les équipes, et qui ont déjà donné lieu à des temps de formation, toujours en amont de cette AMI. Et en parallèle, il s'agissait de pouvoir l'implanter dans le Nord avec les équipes de M. Lozé. Donc voilà, mais on a déjà commencé tout ce travail-là et peut-être M. Chassagne pourra rebondir aussi là-dessus tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voyez tous le partage d'écran là? Oui. Ok. Donc, c'est parti. Excusez-moi, Christophe Lozé, je viens de rejoindre. Je suis désolé, je n'ai pas eu de lien, je n'ai pas reçu de lien de connexion. Donc, je viens de rejoindre et mes équipes, même chose, n'ont pas eu de lien de connexion. On a eu de grosses difficultés à se connecter. C'est quelqu'un qui nous a envoyé le lien. Donc, voilà, je prends en route. Désolé. Du coup, je vais vous présenter les constats et les perspectives que nous, on aimerait mettre en place en 2022, notamment sur le CHRS Pierre-Morange. Alors, du coup, je voulais brosser un petit peu le cadre d'intervention du CHRS, même si je pense que vous le connaissez à peu près tous. Donc, on est vraiment sur de l'accueil inconditionnel des personnes en rupture d'hébergement, ce qui induit forcément l'admission de personnes qui ont connu l'errance, qui ont des parcours de vie très traumatiques et qui souffrent de problématiques addictives depuis des années. On est aussi sur l'ouverture des droits, le maintien des droits, l'accès à l'insertion professionnelle et aux soins. Et la finalité, c'est vraiment de permettre une solution de relogement adaptée. Excusez-moi, Florine, est-ce qu'on peut demander à M. Lozé d'éteindre son micro parce qu'on vous entend avec un écho? Merci. Et sur le public accueilli au CHRS Pierre-Morange, nous, on a 5 profils saillants. Du coup, des personnes qui sont issues de la grande exclusion, des EVASAN, les évacués sanitaires qui arrivent des Comores, transitent par Mayotte et arrivent à La Réunion pour bénéficier de soins. On a 12 places dédiées pour les moins de 25 ans. On a un public sortant de détention très repéré. Et ça, c'est lié à l'histoire de l'association, puisque avant le CHRS Pierre-Morange était un établissement de l'AREL, l'association réunionnaise d'entraide aux libérés, qui accompagnait essentiellement les personnes sortant de détention ou sous main de justice, et des personnes victimes de violences et de traite des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment les 5 profils qu'on retrouve sur le CHRS. Alors moi, quand j'ai pris mes fonctions l'année dernière, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de sorties entre guillemets sèches pour lesquelles on avait repéré, les travailleurs sociaux, l'équipe éducative avait repéré des problématiques addictives. Et les fins de prise en charge étaient en lien en général avec un pic de consommation, avec des consommations qui paraissaient vraiment problématiques et qui avaient entraîné une fin de prise en charge.
Donc, dans mon cheminement, la première étape en sollicitant l'équipe mobile, c'était d'aider mon équipe éducative à déconstruire déjà leur représentation et leurs préconçus sur les consommations et les problématiques addictives. Parce qu'en fait, et c'est là où je rejoins M. Chassaigne, c'est que ça devenait un facteur empêchant à l'accompagnement social global. Et à mon sens, le public qu'on accompagne en CHRS, il a ces problématiques-là. Donc, l'objectif, c'était d'aider mes équipes à pouvoir travailler avec et de les aider aussi à avoir un positionnement non jugeant. Parce que bien qu'on soit de formation en travailleur social, avec une certaine éthique, avec une formation initiale, on a quand même des représentations, on a quand même des aspects culturels qui viennent aussi, je trouve, biaiser parfois l'accompagnement qu'on mène auprès des personnes. La deuxième étape, c'était de pouvoir intégrer ce positionnement-là dans les pratiques éducatives avec un positionnement commun. L'objectif, c'était que les travailleurs sociaux puissent aborder les problématiques addictives dès l'admission des personnes en CHRS. Parce que pour moi, ça restait vraiment un levier pour permettre l'accueil inclusif. Et l'objectif aussi, c'est de préserver un regard systémique sur les situations parce qu'on est sur un accompagnement social global. Et ça permet pour moi aussi d'évaluer en fait la relation de la personne au produit, d'avoir des éléments plus étayés sur son parcours de vie. Parce qu'on se rend compte que bien souvent, les consommations ont débuté à l'adolescence. Du coup, les personnes, elles ont une longue expérience de la consommation et ça fait quand même un bout de temps qu'elles vivent avec quand elles arrivent au CHRS. Donc, c'était vraiment d'étayer leur vision, leur regard global sur la personne, en ayant des billes d'évaluation sur la consommation et la relation de la personne au produit. Je vous ai donné quelques chiffres pour avoir une idée aussi de la récurrence de ces problématiques. Sur l'année 2020, on a eu 26 sorties au CHRS, dont 16 avec des problématiques addictives repérées. Et dans ces 16 situations, il y en a quand même eu 5 pour non-respect du règlement parce que les personnes avaient consommé des substances psychoactives, soit 19% des sorties. Sur 2021, les chiffres sont un peu moins élevés, mais il n'y a pas d'énormes différences, je trouve. Là, je me suis arrêtée au 1er novembre. Donc, on a eu 22 sorties au CHRS, 12 avec des problématiques addictives repérées et 3 sorties pour non-respect du règlement suite à des consommations, ce qui fait 13%. Et au 3e trimestre 2021, nous, on a vraiment été submergés par l'arrivée des cannabinoïdes de synthèse sur le territoire, et notamment le tabac chimique, qui a touché principalement les moins de 30 ans. C'est une drogue qui a été très accessible et à moindre coût sur certains quartiers de Saint-Denis, que je ne nommerai pas. Et on a noté une accoutumance, mais vraiment très, très, très rapide des jeunes à ce produit. On a eu 4 situations très marquantes. 2 d'entre elles ont pu induire une fin de prise en charge, dont une réincarcération. On a pu accompagner une personne à réintégrer le dispositif avec un contrat d'objectif et la mise en place des soins. La personne a été hospitalisée et quand elle est revenue sur sa place d'hébergement, on a travaillé un contrat d'objectif évalué de façon hebdomadaire et maintenant elle est évaluée mensuellement. Et on a pu mettre en place aussi un maintien sur l'hébergement parce qu'on a une personne qui a été en début de décompensation. Ça a été pris en charge par l'équipe éducative. On a pu rebondir et travailler un projet de soins avec le GHER. Parce que ce que je veux mettre en avant aussi, c'est que ces personnes, elles n'ont plus aucun lien avec leur famille. Elles n'ont plus de lien avec les structures de droit commun. Et du coup, faire des fins de prise en charge sèches, pour moi, c'était de les remettre en difficulté et de les faire régresser aussi dans leur parcours résidentiel. Avec une perte d'information qui est conséquente par rapport aux travailleurs sociaux du département, du 115, sur tout le travail qui a été entamé dans l'accompagnement social global. Les conséquences qu'on a observées, elles sont diverses, mais vous les connaissez aussi, je pense. On a eu des décompensations massives.
des retours à la marginalisation, notamment avec, pour une de ces personnes, un recours à la prostitution de survie pour pouvoir obtenir le produit et répondre à ses besoins de consommation. Des troubles du voisinage, parce que c'est aussi un produit qui induit des hallucinations, tant visuelles qu'auditives, et qui vient créer en fait des troubles du voisinage assez importants. Donc l'équipe se mobilise aussi pour travailler le lien avec le voisinage et pour apaiser les tensions quand c'est le cas. La perte progressive du savoir habiter, l'incurie, ça c'est récurrent aussi. Les pertes d'emploi, parce que la personne elle perd tout repère. Et l'isolement relationnel. Les violences, évidemment, ça c'est repéré et récurrent. Et les risques que nous, on souhaite vraiment éviter, et c'est pour ça qu'on veut travailler sur la réduction des risques, c'est la fin du contrat de séjour au CHRS et la régression au niveau du parcours d'hébergement. Alors, c'est vrai que sur d'autres structures d'hébergement en métropole, ça se fait. Il y a des places qui sont contingentées et dédiées pour les personnes qui souffrent de diverses problématiques addictives. À La Réunion, ça ne se fait pas encore. Mais du coup, on travaille justement pour réajuster en fait notre accompagnement social et permettre le maintien sur la place d'hébergement. Pour le travailleur social, moi, j'ai repéré vraiment des difficultés, peut-être pas des difficultés, mais en tout cas des freins. Et ça peut être compliqué parfois pour eux de travailler la réduction des risques en étant seuls. C'est aussi pourquoi on sollicite l'équipe mobile qui a toute sa technicité là-dedans. Parce que par rapport à l'âge des personnes, quand elles sont admises en CHRS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont déjà une longue expérience de la consommation. Et les interventions précoces et préventives, elles ne sont plus adaptées. Donc, on est aussi dans une démarche d'aller vers le soin, mais avec un positionnement plus curatif que préventif pour certaines situations. Et puis, il y a aussi la technicité dans les entretiens. Donc, ça veut dire aussi que les personnes, quand elles parlent de leur parcours de soins, elles évoquent les rechutes et pour elles, ça vient démontrer une incapacité à accéder aux soins. Et c'est en ça que le travailleur social remobilise la personne avec toute la technicité de l'équipe mobile. Et ce qui est aussi compliqué, en tout cas de ma place, c'est la gestion des paradoxes, parce qu'on est sur un contrat de séjour en CHRS qui est limité, un contrat de séjour qui est limité à 6 mois, renouvelable 3 fois. Et on se rend compte que pour permettre à la personne d'accéder aux soins et d'investir le soin, en tout cas, ça prend du temps. Et selon les profils, la durée réglementaire d'un CHRS n'est pas adaptée. Donc là, je me retrouve à entre guillemets, devoir faire un choix. Est-ce que je priorise la santé de la personne, quitte à ce que je ne respecte pas le cadre réglementaire du CHRS, ou est-ce que je respecte à la lettre le cadre réglementaire du CHRS et la durée de séjour, quitte à remettre la personne en difficulté dans son parcours de soins. Et ce qui a été observé aussi sur l'accès au logement, parce qu'il y a des personnes qui ont pu accéder au logement, qui avaient des problématiques addictives, notamment au jeu. Là, je pense à une situation très précise. C'est qu'à l'arrivée dans son logement, du fait que l'accompagnement ABDL était plus léger quand elle a intégré le logement, elle a eu des difficultés à honorer le paiement de ses loyers, à retrouver ses repères dans la gestion de son quotidien par rapport à sa problématique addictive. Juste pour pondérer ce que tu disais, Florine, par rapport aux personnes qui ont déjà fait l'objet de soins, donc surtout dans nos publics, nous, sur la APEJ, il faut savoir donc du coup que c'est beaucoup de personnes qui sont passées par l'obligation de soins. Donc le fait de devoir après réenclencher une démarche alors qu'elles ne sont plus sous le coup de l'obligation de soins, c'est d'autant plus difficile et laborieux pour les travailleurs sociaux de les y accompagner. Et il y a aussi tout ce que ça peut induire. Et ce qui est important de pointer aussi, c'est que les travailleurs sociaux deviennent aussi le réceptacle de ces comportements. Donc, il peut y avoir aussi une atteinte à la sécurité des salariés et des biens. Il peut y avoir aussi des risques psychosociaux des salariés qui sont plus élevés et des sorties sèches du dispositif dédié à l'insertion
qui apparaît aussi comme un paradoxe, en fait. Parce que la seule solution qu'on a, c'est la fin de prise en charge, au CHRS, et la personne se retrouve à ressolliciter le 115, à retourner dans l'errance, et du coup, de ma place, l'accompagnement, il n'a pas été optimisé. Alors, sur l'année 2021, avec l'équipe mobile, on a expérimenté des interventions. Au départ, on était vraiment sur la sensibilisation de l'équipe, avec l'objectif premier, comme je l'ai dit au départ, la déconstruction de leur représentation et comprendre les mécanismes, en fait, et la relation de la personne au produit. Et l'objectif, c'était qu'ils aient une culture commune, enfin, une base de connaissances communes sur les problématiques addictives et la gestion de la consommation et la RDR. Ce qui a pu se mettre en place, c'est les visites à domicile, parce que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, au CHRS Pierre-Morange, on a des appartements en diffus de Saint-Benoît au port. On a 50 appartements, ce qui demande aussi une grande réactivité de l'équipe éducative et une posture, enfin une démarche vraiment d'aller vers les personnes. Et l'objectif, c'était de faciliter la démarche de soins pour les personnes qui en sont les plus éloignées, toujours en restant dans l'allée vers. L'équipe mobile a pu intervenir aussi en réunion. Et l'objectif, c'était de permettre à l'équipe du CHRS de présenter les situations, entre guillemets, les plus complexes pour lesquelles les problématiques addictives étaient repérées et de co-construire des axes d'intervention communs. Parce que dans le cadre de l'accompagnement social global, on se rend compte aussi qu'avec les partenaires, il est important qu'on ait le même discours, qu'on tienne le même discours aux personnes qu'on accompagne pour qu'elles puissent aller au mieux vers la démarche des soins. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir étayer l'analyse et de croiser les regards sur les besoins des résidents et prioriser les objectifs éducatifs, en prenant en compte évidemment les problématiques addictives sur leur durée de séjour et les conditions de séjour. On a pu mettre aussi en place des actions collectives. L'objectif, c'était de diversifier les supports, parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise pour rencontrer l'équipe mobile avec le référent social sur le lieu de vie. Et il y a des personnes aussi qui sont plus en retrait pour des raisons diverses et variées, parce qu'elles ont déjà connu le soin, parce qu'elles ont aussi leur représentation sur la dictologie. Et on se disait en fait que c'était peut-être pertinent d'aller vers des actions collectives liées à la culture, liées aux loisirs, pour permettre une première rencontre entre l'équipe mobile et l'usager. On est sur, du coup, après des observations et des analyses qui permettent de recueillir des éléments sur les capacités de gestion de la conso de la personne et ses capacités d'abstinence, et aussi son envie d'aller vers le soin, et sa demande verbalisée ou non. Et dans un troisième temps, on a pu effectuer du coup des analyses et réajuster des supports, le projet personnalisé, en intégrant ou non, selon les situations, d'autres partenaires du soin comme le CMP. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des problématiques addictives, mais qui ont développé, alors je ne sais pas ce qui était présent avant chez la personne, mais des fragilités psychologiques aussi importantes. Et on n'arrive pas à définir si c'est la consommation qui est déclencheur des fragilités psy ou si les fragilités psy étaient déjà présentes et les consommations ne font qu'exacerber ces fragilités. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place sur l'année 2021. Et pour 2022, on réfléchit à d'autres perspectives, notamment sur un cycle de formation qui regrouperait plusieurs thématiques: addiction et plaisir, addiction et dépendance, réduction des risques et reproduction transgénérationnelle et addiction. Parce que ce qui revient aussi dans le parcours des personnes, je parlais tout à l'heure d'une longue expérience de la consommation, mais nous, on a aussi des situations pour lesquelles les personnes ont connu la consommation très jeune dans leur environnement familial, parce que ça en fait partie. Ça fait partie des habitudes familiales, ça fait partie des us et coutumes de la famille. Donc, c'est comment travailler ça aussi de façon globale, en fait, avec un positionnement plutôt systémique. Sur le groupe d'échange de la pratique,
on était parti sur des situations cliniques qui seraient présentées pour permettre de dégager de nouvelles pistes d'intervention tout en assurant le maintien de la personne sur sa place d'hébergement. Et dans l'idéal, de ma place, moi, je permettrais le réajustement du projet personnalisé, du contrat de séjour et je mettrais en place aussi un contrat d'objectif à durée déterminée qui serait évalué régulièrement selon les besoins. On était aussi parti sur la possibilité de mettre en place une permanence, donc une demi-journée par semaine, plutôt le jeudi après-midi, pour que les travailleurs sociaux aient eux aussi un repère de la présence de l'équipe d'Addicto et que les résidents puissent solliciter, s'ils sont sur place, l'équipe mobile sur les temps de permanence. C'était un peu l'idée de pouvoir faire émerger la demande du résident en assurant une présence dans les locaux du CHRS. Et ce qui a été repéré aussi en 2021, c'est les difficultés à préparer la cure, le départ en cure, et les difficultés à accompagner la personne quand elle sort de cure, donc la période post-cure. Sur la préparation à l'après-cure, nous, on avait réfléchi sur un entretien motivationnel qui se ferait avec un travailleur social de l'équipe mobile sans le référent du CHRS, pour que l'équipe mobile puisse évaluer aussi la motivation de l'usager, ses capacités à aller vers la cure et voir un peu quelles seraient les modalités de préparation. Le deuxième objectif, c'était de dédramatiser la rechute, parce que ça, c'est aussi une problématique qui revient. Et pourquoi pas planifier des visites au CHU, à l'IRD, pour rassurer les résidents et pour que le départ en cure soit aussi contenu. Sur le retour de cure, la préparation post-cure, on voulait travailler sur la sortie de la cure et le retour sur la place d'hébergement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un temps de latence. Et quand le retour de cure se fait un vendredi après-midi, la personne, elle revient sur l'hébergement et elle se retrouve toute seule le week-end, tout en sachant qu'on est sur de l'hébergement majoritairement pour des personnes isolées, donc des places seules. On avait aussi évoqué la possibilité de prévoir un rendez-vous en intra, quand la personne elle est encore en cure, pour faciliter sa sortie et évaluer avec elle quels seraient ses besoins à la sortie. Et le dernier objectif, c'était de travailler sur des ateliers plutôt occupationnels et de réappropriation de l'environnement et de réajustement des habitudes, ce qui passerait aussi peut-être par des réorientations, par une reprise de lien avec l'environnement de la personne. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer là-dessus. Donc ça, c'était les perspectives pour 2022 et les projets qu'on souhaitait mettre en œuvre sur l'année à venir. Donc du coup, là, je vous ai expliqué aussi comment on travaillait avec l'équipe mobile. Donc du coup, en réunion d'équipe, les travailleurs sociaux présentent la situation. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué puisque la demande augmente, mais c'est ce qu'on faisait initialement. Il y a ensuite une prise de rendez-vous avec le référent social du CHRS et le travailleur social de l'équipe mobile pour fixer une VAD au domicile ou à l'extérieur ou positionner la personne sur une action collective. En fonction des besoins repérés, on réajuste le support qui convient le mieux. Et on veut rester vraiment, nous on reste en tout cas au CHRS Pierre-Mauran sur la libre adhésion du résident. Et on ne souhaite pas que ce soit imposé par le référent social. On est vraiment dans l'optique de faire émerger le besoin et la demande chez le résident. Et à la fin de cette première rencontre, il y a un travail de recueil du ressenti du résident qui est fait par le travailleur social et la proposition d'un deuxième rendez-vous qui se fait directement pour voir en fait si la personne elle est prête ou non à accéder aux soins. Et après, l'équipe mobile, évidemment, et le travailleur social du CHRS fait un débrief et une analyse partagée ou non, parce que les points de vue divergent sur les objectifs à poursuivre.
Alors, au niveau des freins, alors là, ça y est, ils se font ressentir. C'est-à-dire que la demande augmente, que ce soit sur le CHRS, le service AVDL ou la maison relais. Donc, sur les 3 dispositifs de la PEJ. Et la coordination des interventions, elle devient plus compliquée. C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à expérimenter le travail en collaboration avec l'équipe mobile, il y avait une réactivité de l'équipe mobile qui était possible. Et là, ça devient plus complexe. Donc, le délai d'attente augmente. Et ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'à partir du moment où l'usager échange sur ces problématiques addictives et fait une demande à son référent social, il y a un délai d'attente pour pouvoir rencontrer l'équipe mobile d'Addiction France. Alors, l'intérêt de ces interventions, de notre place, nous, on trouve que ça a vraiment permis de favoriser l'alliance thérapeutique de la personne avec le soin, voire le CMP. Et on sent vraiment qu'il y a du lien entre les différents acteurs. Sur les perspectives territoriales, ça, c'est vraiment notre point de vue. Le point de vue de l'équipe éducative du CHRS. Nous, il nous paraît important que les travailleurs sociaux puissent avoir des compétences communes parce que les problématiques addictives, elles sont transversales au public qu'on accueille. On pense aussi qu'il serait peut-être judicieux de solliciter de nouveaux partenaires pour travailler l'accompagnement des personnes, puisque le délai d'attente augmente entre la prise de rendez-vous avec l'équipe mobile et la rencontre avec l'usager. Peut-être donner aussi une place à la médecine de ville, parce que les personnes en CHRS, quand elles sont admises, nous, on leur permet d'avoir un médecin traitant, bien que ce soit parfois compliqué, mais elles ont un médecin traitant. Et en fait, on est sur des positionnements hyper dichotomiques de la part des médecins de ville. Il y a ceux qui vont vraiment prendre en compte la problématique addictive et faire un bilan de santé. Demander à la personne de faire un bilan de santé. Donc là, nous, on a de quoi s'appuyer, de quoi travailler avec la personne. Et il y a des médecins de ville qui vont complètement faire fi de cette problématique addictive, bien qu'elle soit visible, et aller sur la demande du patient, grippe ou autre, voilà, alors que la problématique addictive est visible. Donc notre questionnement, c'était comment redonner la place aussi à la médecine de ville dans l'accès aux soins, la réduction des risques et la gestion de la consommation. Et dans l'idée, bien que ce ne soit pas la vocation première du CHRS, peut-être mettre en place des actions collectives plutôt occupationnelles avec l'équipe mobile d'Addiction France pour travailler à la gestion de la consommation. Récemment, on a mis en place une sortie culturelle où justement, il y avait entre 2 projections un cocktail. Et ça a été très intéressant parce qu'on a pu observer et aussi accompagner les personnes à la gestion de la consommation. On a été agréablement surpris parce que les personnes se sont limitées et se sont préparées à cette sortie. Sur les évolutions que j'ai pu constater, déjà sur l'équipe de travailleurs sociaux, en termes de pratique, effectivement, maintenant, leur accompagnement est beaucoup plus adapté aux personnes qui ont des problématiques addictives. Ce n'est plus un frein empêchant l'accompagnement social, ce n'est plus un motif pour mettre en place une fin de prise en charge ou refuser ou argumenter une admission. On travaille vraiment avec. En termes d'évolution, on remarque aussi que les rencontres sur les lieux de vie avec l'équipe mobile sont plus facilitées, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et les usagers, du coup, comme ils ont la facilité de rencontrer l'équipe mobile sur les lieux de vie, ils peuvent solliciter aussi l'équipe mobile sans passer par le référent social du CHRS. Et pour certains profils, c'est plus aidant dans la démarche de soins de passer directement de façon plus fluide, de solliciter l'équipe mobile. Et on a noté aussi une augmentation des accompagnements vers le XAPA. Donc c'est tout pour le CHRS Pierre Morange.
Bah, merci Est-ce beaucoup pour... Pardon. Alors, je ne sais pas qui vient de prendre... Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Allez-y. Alors, est-ce que ce quelqu'un, c'est moi? C'est possible. Oui, c'est vous, Lali, et il y a Laurent aussi. Allez-y. D'accord. Alors, moi, ma question, c'est plutôt un commentaire. On voit bien, en fait, dans la présentation de la PEJ que, en fait, il y a un intérêt pour les acteurs de l'accueil, de l'accompagnement, de l'hébergement, de l'insertion à adopter, en fait, dans leur mode de travail et d'accompagnement global de la personne, la prévention et la réduction des risques. Qui, loin de permettre ou d'encourager les consommations, en fait, permettent justement de créer du lien entre le travailleur social et la personne accompagnée. Ça permet aussi la responsabilisation, mais dans le sens d'autonomisation ou de empowerment, comme disait M. Chassagne tout à l'heure, et non pas de culpabilisation de la personne. Donc, son adhésion au parcours d'accompagnement est encore plus grande. Et on voit même s'il n'y a pas vraiment de recul dans les observations, parce qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est passé entre le début de cette démarche présentée ici et le webinaire d'aujourd'hui, qu'il y a une baisse en fait des incidents qui sont liés aux problèmes de comportement liés à la consommation ou aux troubles addictifs. Et pour autant, en fait, il y a encore beaucoup d'acteurs de l'hébergement qui sont réfractaires à adopter ce positionnement. Et ma question, pour lancer un petit peu le débat, c'est pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, auparavant, dans ma précédente vie professionnelle, dans la prévention et la réduction des risques liés à la sexualité. Et on avait aussi des discours où on disait si on fait de l'éducation sexuelle ou l'éducation à la santé à l'école, on va encourager les relations sexuelles chez les mineurs et tout ça. Or, on voit bien que tout au contraire, en fait, ça permet aux jeunes de contrôler et de se protéger. Et donc, est-ce que je ne sais pas, il y a des gens qui auraient un avis différent de ce qui a été présenté et qui pourraient prendre la parole. C'est un peu une provocation, mais en même temps, je voudrais qu'on commence à discuter ensemble et qu'on essaye de comprendre ensemble et qu'on voit ce qu'on peut mettre en place ensemble pour mieux répondre aux besoins des personnes accueillies et accompagnées. Peut-être pour... alors, ce n'est pas forcément un élément de réponse, mais c'est une question qu'on a eue hier. On avait un webinaire avec la région Normandie et il y avait une question dans la conversation justement sur comment est-ce qu'on peut présenter la réduction des risques à des professionnels qui peuvent trouver justement que ça revient à cautionner les consommations ou finalement et éventuellement à les encourager. Et ce qu'on disait, c'est que ça revient peut-être à s'interroger sur deux choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère les consommations et est-ce qu'on sort de quelque part d'une évaluation un peu morale, d'un jugement qu'on peut porter sur les personnes, sur la manière dont elles agissent, etc. Et qu'on sort de ça pour se dire, en fait, c'est pas tellement la question de est-ce que c'est bien ou mal, mais la question, c'est quels sont les risques pour la personne. Et donc, on travaille plus sur la consommation en elle-même, mais éventuellement sur tout ce que ça va pouvoir... tout ce que cette consommation va pouvoir éventuellement poser comme problématique, etc. Donc, il ne s'agit plus de pointer du doigt le fait que
voilà, ils boivent de l'alcool ou quoi, et que la question c'est plus éventuellement, est-ce que d'un point de vue collectif, on pose à certaines limites, comment est-ce qu'on travaille avec la personne pour dire ça ne nous pose pas forcément de problème que tu consommes, mais on est aussi dans un lieu de vie collectif, etc. Il faut aussi qu'on puisse se mettre d'accord pour que tout le monde y trouve son compte. Donc peut-être déjà sortir de l'aspect un peu moralisant des choses. Et peut-être le deuxième chose qu'on se disait, c'est peut-être aussi qu'il y a aussi peut-être un travail à faire sur les craintes que ça soulève aussi chez les professionnels, où on se dit que des fois, si on autorise les consommations, des fois, on ne sait pas forcément trop où on va, en fait. Est-ce qu'on va être plus confronté à des situations problématiques qu'on l'est déjà? Et c'est vrai que dans ces cas-là, peut-être un levier, c'est de voir du coup comment ça se passe pour ceux qui l'ont fait. Voilà, d'où l'intérêt aussi d'avoir des témoignages sur comment voilà, le fait d'autoriser les consommations, est-ce que ça se traduit ou pas par une augmentation des consommations? Et souvent, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, en termes d'alcoolisation massive, quand il n'y a pas d'autorisation, les personnes peuvent avoir tendance à consommer plus avant de revenir dans le centre parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas le faire sur place. Et des fois, du coup, ça a aussi ces effets-là. Mais au-delà de le dire, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des témoignages de professionnels, de personnes qui l'ont expérimenté dans leur pratique pour que ça puisse débloquer certains freins, voilà, des choses qui peuvent être en fait liées aux craintes des professionnels qui sont légitimes, parce que c'est vrai que c'est l'inconnu, quoi, et donc forcément, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Je vois qu'il y avait Monsieur Lozé, alors il y avait Monsieur Chassagne aussi qui levait la main en premier lieu. Genre. Non, je vais laisser répondre Christophe. J'ai noté les questions, je pourrais les poser tout à l'heure. Je voudrais pas. C'était d'autres questions que je voulais poser, surtout dire un grand merci pour la présentation, mais j'avais des détails dans la présentation que je voulais connaître. Donc, je laisse Christophe et puis après on verra. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, oui, par rapport à la réaction effectivement sur les équipes voilà, de CHRS ou de CHO, le centre d'accueil d'hébergement d'urgence. Je pense qu'il y a aussi une dynamique qui doit s'instaurer au niveau de l'équipe. Et à l'instar de ce que se fait aussi, on parle toujours aussi de la qualité de la relation et puis effectivement l'importance du lien entre l'intervenant, l'addictologie et les usagers. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu aussi une aventure aussi à construire avec les équipes de CHRS. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense que une posture de RDRD dans un centre d'hébergement, ça ne se décrète pas, quoi. Ça ne se décrète pas et ça ne s'instaure pas comme ça sur voilà, une directive ou tout du moins ça se construit dans le temps. Et je pense que par rapport à la présentation que vous venez de voir du CHRS Pierre-Morange, c'est quand même le fruit de 3 ou 4 ans de collaboration voilà, avec différents aussi intervenants. C'est aussi quelque chose qui se construit dans le temps, une confiance aussi qui s'installe entre les équipes pour petit à petit tomber le masque et puis aussi discuter de ces réelles difficultés en tant que professionnel face à la question des addictions. Et ce n'est pas évident aussi de se livrer, de dire « je suis moi professionnel, éducateur spécialisé de formation ou autre, je suis en difficulté face au comportement de consommation d'un usager au sein de la structure. » Et c'est jamais évident quoi, de se confier ça. Donc, on met en place effectivement aussi nous, des temps d'intervention, enfin des temps d'échange de pratiques, en réunion de service, tout ça avec certains établissements. Et ce lien de confiance, il se crée petit à petit effectivement avec les équipes et ça avance. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'aussi les équipes, peut-être de centres d'hébergement, sont de plus en plus convaincus de l'intérêt du bien fondé de travailler avec une posture RDRD à partir du moment où ils ont expérimenté les bienfaits. Ils ont expérimenté aussi les modifications et les évolutions. Tant qu'ils n'ont pas effectivement expérimenté ces évolutions et ces modifications, c'est compliqué effectivement de pouvoir le décréter, quoi. Il faut mettre aussi en pratique ce qu'on pense, avec aussi mettre en pratique ce qu'on peut proposer, avec bien sûr une posture non moralisatrice, non jugeante surtout, et vraiment aussi dans une posture de soutien et de co-construction. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. Alors, il y avait Madame Malanian, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça aussi. Oui, je veux bien. Alors, et pour compléter ce que vient de dire Christophe Lozé, alors, l'étayage sur le territoire, en tout cas, de Réseau OT Addiction France, il s'inscrit bien là-dedans, hein, du coup, sur l'idée d'apporter des outils, d'apporter une expertise, leur expertise sur la RDR, sur la RDRD. Maintenant, il faudrait qu'un collègue m'arrête sinon, mais il me semble que sur tous les établissements de la HI, les personnes, les professionnels font tous de la RDR. Ils en font tous depuis des années, dont l'accompagnement, il est intégré. Seulement, il n'est pas nommé. Il n'est pas dit, il n'est pas soulevé par nous qui sommes les cadres et qui devons un petit peu agiter tout ça parce qu'on n'a pas forcément la bonne méthodologie ou qu'on ne sait pas et qu'on s'y met. En tout cas, tout le monde en fait. Donc l'idée, c'est après aussi nous, dans nos espaces de construction, de réunion avec les équipes de professionnels, c'est leur dire, vous êtes experts, vous êtes en capacité, en capacité, et puis après, on va l'étayer avec l'empowerment dont Lali parlait tout à l'heure, la notion de rétablissement. Qui émerge de plus en plus dans nos établissements, et puis de voir comment on va faire lien sur ce que disait Florine tout à l'heure dans sa présentation. En tout cas, moi, je reste persuadée que tout ça, évidemment, existe chez tout le monde et qu'il s'agit voilà, de le faire affleurer. Merci, Laurence. Alors, du coup, je vais repasser la parole à Laurent Chassagne. C'était en lien. J'avais deux, trois questions à poser à Florine, mais peut-être aussi à l'équipe Addicto Nord Addiction France. Dans la déclinaison, là, on a beaucoup entendu parler, et c'est parfois ce que dit Laurence Malagan là. J'ai beaucoup entendu parler de soins, de cure, de post-cure comme étant l'objectif. Je ne reviendrai pas sur la réduction des risques, mais on peut très bien, sur le rétablissement, ne pas être dans un objectif d'abstinence. Peut-être que c'est l'expression, l'interprétation de la réduction des risques pour des acteurs du CHR, de l'hébergement, c'est je fais de la réduction des risques si on va vers le soin, si on va vers l'arrêt. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais sûrement que nos amis Florine et nos amis de l'équipe Addicto Mobile pourront nous dire. Puis j'avais une autre question, alors là peut-être plus précise. Tu évoques, Florine, un nombre de sorties. Par exemple, l'année dernière, il y avait 26 sorties, 16 avec une problématique addictive et 5 pour non-respect. Pourquoi on nomme ces 16 avec une problématique addictive si c'est pas ça qui a été la raison de l'exclusion, ou est-ce que ça a été une des raisons de l'exclusion? Pour les 16, du coup, non, ça n'a pas été une raison de l'exclusion, c'était pas un motif de sortie. Mais moi, ça me paraissait important de montrer les chiffres parce que quand même, sur 26 sorties, il y a 16 personnes pour qui on savait, pour qui la problématique addictive était repérée. Donc, pour moi, c'était une façon de montrer que le public qu'on accompagne, il est impacté par les problématiques addictives, quoi qu'on en dise. Alors, est-ce que ce pourcentage, pardon, est-ce que ce pourcentage, tu l'aurais sur l'ensemble? Parce que si c'est 16 sur 26, vous ne gardez pas les 24 qui sont restés, ou par rapport au nombre de places, je ne sais plus, une cinquantaine. Tu ne vas pas me dire que vous gardez que ceux qui n'ont pas de problème addictif. Donc, ce pourcentage, il est le même sur 50 personnes. Ça veut dire que tu en aurais 35 qui auraient une problématique addictive, à peu près? Parce que j'ai fait un questionnaire il n'y a pas longtemps, et c'était quand même plus d'un tiers sur les 55 places qui ont des problématiques addictives repérées. D'accord. On s'approche de la moitié. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a quand même, s'ils ont une problématique addictive, il y a plus d'éléments qui pourraient entraîner une sortie? Je ne dis pas une exclusion type non-respect, comme tu l'as bien décliné, mais là,
Parce que 16 sur 26, ça fait plus de la moitié des gens qui sont sortis avaient une problématique addictive. Et il semblerait, d'après les éléments que tu donnes, qu'il y a un tiers seulement des gens hébergés qui l'ont. Donc ça voudrait dire que ça accélérerait une sortie possible, d'après toi? À mon sens, non, parce que sur ces personnes qui ont une problématique addictive avérée, il y en a aussi qui savent gérer leur consommation et qui ont appris à la gérer avec le temps, en fait. Donc, du coup, ce que j'ai mis en avant, c'est que pour certains, effectivement, ça a été un déclencheur, c'est clair, sur la fin de prise en charge, mais on a aussi un public qui sait tout à fait gérer sa conso. Et par rapport à l'accès aux soins, non, ce n'est pas l'objectif. Mais en fait, moi, ce que j'ai repéré et ce que je voulais aussi mettre en lumière, c'est que pour les personnes qui demandent à entrer en cure, je trouve qu'on a manqué un certain moment d'accompagnement pour que le retour de cure et la préparation à la cure se fassent dans de bonnes conditions. Donc, c'est des situations à la marge, hein, mais c'était des personnes qui voulaient entrer en cure et qui avaient formalisé la demande. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier aussi dans l'accompagnement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation? Je ne sais pas du coup si Addiction France, vous vouliez aussi peut-être redétailler de votre point de vue comment se passent les choses, etc. Comment est-ce que c'est mis en place de votre côté aussi, pour que c'est toujours intéressant aussi d'avoir un peu les deux versions de la coopération. C'est bon, tout le monde entend? Ouais. Du coup, Ludovic Cholika, éducateur spécialisé sur l'équipe mobile Addictolant, pour ceux qui ne me connaissent pas. Florine a déjà très bien résumé plus ou moins l'ensemble du travail qu'on effectue ensemble. Dans l'idée, c'était vraiment, moi je suis arrivé sur ce poste, j'étais seul, je n'avais pas encore de binôme et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me base sur les équipes de terrain, enfin, que je puisse m'appuyer sur les équipes de terrain, 3 structures confondues pour la APEJ, parce que j'étais tout seul, je n'avais pas d'autre solution. Et du coup, l'idée, ça a vraiment été de sensibiliser les équipes au début pour pouvoir avoir le même langage et bosser plus ou moins dans la même direction. Même quitte à faire un peu un dressing de l'offre de soins proposée en addicto sur le territoire, faire une sensibilisation en addicto, le triangle d'Olivenstein, les trucs un peu classiques, et donner après quelques bases en entretien, notamment en entretien motivationnel, les stades de changement, coach ASCAD, Clémenté, tout ça. Donc, il y a eu cette première phase d'effectuer. Et après, comme l'expliquait Florine, c'était en fonction des structures, il y a eu différentes modalités d'intervention pour pouvoir rencontrer le public. Parce que l'équipe mobile addicto, c'est vraiment ça, on se met dans une démarche d'aller vers et on utilise la réduction des risques pour essayer de ramener les gens vers le soin. Donc, en soi, voilà, il y a des structures où c'est un peu plus simple. Je suis d'accord avec Florine aussi sur le fait qu'elle dise que… En fait, il y a vraiment… Je pense qu'il y a 2 types dans le public que nous, on essaye d'accompagner. Il faut distinguer… il y a les gens qui sont plus ou moins prêts à aller en addicto. Et là, pour le coup, toute la sensibilisation, présenter l'offre de soins, les professionnels peuvent déjà gérer et plus ou moins eux-mêmes faire tout ce qui est… tout le cheminement vers l'accompagnement, vers l'abstinence notamment. Vu que c'est l'hôpital qui gère, ce n'est pas vraiment nous. Nous, on va vraiment venir là où il y a des problématiques bien compliquées, quand il y a des pathologies psy notamment, quand c'est des personnes qui ne veulent pas y aller, quand il y a une ambivalence ou un déni, c'est vraiment là qu'on intervient. Donc, quand les équipes sont en difficulté et qu'il y a pas que les équipes de terrain n'arrivent plus à trouver de solution. Et donc là, on entre un peu dans le soin pour le coup, mais en allant questionner les motivations à consommer, les éventuelles motivations à ne pas consommer. On vient vraiment appuyer, mais dans les difficultés les plus… Parce qu'on n'est pas assez nombreux, je pense, c'est tout ça. Je sais pas, c'était quoi la question? Je suis en train de me perdre. Non, mais merci, c'est intéressant, je trouve, ce que vous dites aussi sur
le relais quelque part là aussi sur quand les problématiques sont peut-être aussi plus avancées. Et c'est vrai que du coup, on voit aussi qu'il peut y avoir aussi un premier ordre d'intervention par les professionnels, comme dit, du terrain, des centres d'hébergement, etc., qui sont au quotidien avec les personnes et qui peuvent déjà interroger en premier lieu peut-être aussi les consommations, ce à quoi éventuellement répondre, pouvoir en discuter avec la personne pour cerner un peu mieux, au-delà de l'aspect seulement quantitatif, un peu justement qualitativement, qu'est-ce que ça apporte, etc. à la personne. Et qu'après, il y a aussi voilà, le renfort, comme vous dites, des spécialistes en addictologie qui viendront peut-être travailler un peu plus les questions quand c'est des situations peut-être plus aiguës aussi, où apporter des réponses, ça peut être difficile. Alors, Sonia, vous aviez levé la main aussi. Oui, alors juste pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, alors très humblement, j'ai essayé de présenter à peu près ce que faisait Saomé dans le chat, hein, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, mais l'idée c'est qu'on entend, enfin il y a plusieurs propos qui seront ressortis sur la culture RDR, sur le fait de partager des valeurs, de développer une posture, ce qui doit s'inscrire dans le temps. Alors, si je peux juste me permettre de rappeler que c'est la multiplicité des outils qui fait que déjà les gens se sentent moins isolés, et je parle des travailleurs sociaux, pour acquérir une culture commune, se sentir peut-être avoir des éclairages, et rappeler qu'il y a ce webinaire ou plein d'autres qui peuvent exister en ligne, et ne pas hésiter à les recommander. C'est vrai que sur le temps de travail, c'est pas forcément évident, et nous, l'une de nos missions, c'est d'essayer de les rendre visibles suffisamment en amont, mais ça participe en fait à créer cette posture, à faire tomber aussi des schémas. Et si c'est accessible en replay, n'hésitez pas auprès des travailleurs sociaux à les relayer. Je pourrais, si vous en avez besoin, vous en relayer quelques-uns. J'entendais Florine parler du plaisir et addiction. Il y en a un récemment qui a été fait sur le plaisir au féminin. Et effectivement, on est sur des approches RDR. Donc, ce sont des sensibilisations qui restent accessibles et qui peuvent permettre à faire évoluer les postures et les regards sur les usagers notamment. Alors, Christophe Lauzet, je ne sais pas si vous releviez la main ou si c'était une main anciennement levée. Oui, j'ai relevé la main, merci. Lui, juste pour préciser que voilà, la teneur de l'intervention de l'équipe mobile Addicto, hein, c'est aussi, bien sûr, parce qu'on parlait effectivement de soins, d'accompagnement aux soins et ainsi de suite. On est bien d'accord que ça, c'est un méta-objectif, et ça reste un méta-objectif. Quelque part, voilà, c'est effectivement, une partie effectivement du cahier des charges de l'intervention des équipes mobiles, hein, qui est prôné effectivement aussi par l'ARS, mais ça reste un méta-objectif, c'est quelque chose qu'on a sur l'oreille. Notre travail n'est pas uniquement que basé là-dessus, il est basé avant tout sur voilà, la réassurance, beaucoup de travail auprès des usagers pour que leur consommation reste compatible avec la vie en collectivité et la vie en structure. C'est ça vraiment le cœur du travail, hein, notamment auprès des équipes de CHRS ou de CHO. C'est-à-dire que la personne puisse conscientiser ses consommations, éventuellement les apprivoiser, les modifier ou voire éventuellement pouvoir consommer différemment pour que tout simplement les comportements liés aux consommations soient les moins risqués possibles pour la personne elle-même, pour la collectivité. Et quand on voit par exemple le véritable enjeu auprès des structures, c'est de faire baisser effectivement les actes de violence ou les actes d'agressivité sous effet de produits. Et ça, effectivement, on peut élaborer avec les usagers, avec les équipes, des stratégies qui permettent de réduire ces temps-là. Et ça, c'est l'objectif primordial des équipes mobiles. Alors après, effectivement, on a sur l'oreille l'accompagnement aux soins, éventuellement en XAPA. On essaie de ne pas faire de soins, je dirais, à domicile, mais d'élaborer les premiers contacts en CHRS ou les premiers contacts à domicile. Et après, effectivement, si la personne le souhaite et souhaite continuer à travailler avec nous, poursuivre un peu cette aventure et qu'elle souhaite aller aux soins, on va faciliter cette démarche-là parce qu'on est mobile et parce qu'on peut accompagner physiquement les personnes vers l'EXAPA. Et ça reste un méta-objectif et on n'a pas d'obligation de résultat là-dessus. Voilà. Quand je vois qu'effectivement, je crois que sur la présentation de Florine, il y avait
je crois, 5 personnes qui avaient été orientées vers le XAPA pour un accompagnement de soins. Ah, c'est déjà, enfin, c'est super, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat ni de moyens. Voilà, en tout cas sur cette question-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment déjà extraordinaire. Si on a réussi aussi à ce que 5 personnes puissent d'elles-mêmes voilà, souhaiter rencontrer quelqu'un du XAPA, même si ce n'est pas pour du soin, ou j'ai entendu parler d'abstinence, ou même si ce n'est pas effectivement sur des questions d'abstinence, mais au moins rencontrer un professionnel, de pouvoir discuter de ses consommations, c'est déjà une petite victoire en soi. Et quelque part, déjà d'aider les gens à conscientiser, enfin de s'interroger sur la place que prend le produit, et puis voilà, dans leur vie, et puis d'avoir des stratégies de contournement de consommation ou de consommer différemment. Ça permet effectivement aussi à la personne de tout simplement d'être mieux, voilà, d'être dans un mieux-être, et puis de vivre mieux, peut-être, d'être mieux dans son hébergement ou dans la collectivité, et donc forcément de poser moins de problèmes et d'être moins en conflit. Et ça, déjà, je pense que c'est vraiment l'objectif primordial. Et aussi aider, bien sûr, et ça on l'a vu, mais ça a été très bien expliqué, hein, le soutien effectivement aux équipes, des équipes qui sont dans la réassurance. Et j'ai envie de dire, bien souvent, les équipes de CHRS ou de CHO, par exemple, ils savent faire en addicto avec les personnes, sauf qu'ils ne le savent pas. Il faut juste qu'on fasse de la réassurance en disant, mais oui, vous avez la bonne posture, oui, c'est bien ce que vous faites, parce que bien souvent, le discours des professionnels qui ne sont pas des professionnels addictos, c'est « Ah oui, la personne, je ne sais pas comment faire dans leur pratique de consommation. » Et bien souvent, ils savent faire, mais ils ne le savent pas. Et nous, le fait de peut-être leur dire, écoutez, ouais, c'est tout à fait la bonne posture, vous êtes vraiment dans cette démarche-là, vous pouvez faire ça, vous avez fait ça, c'est pas mal. Voilà. Bref, pratiquer un peu de la réassurance et aussi de se dire qu'aux professionnels, par moment, leur dire aussi que nous, en tant que spécialistes d'addicto, on ne ferait pas mieux qu'eux, quoi. Ça, c'est intéressant aussi, hein. C'est de se dire, voilà, ils sont confrontés à des réelles difficultés. Quelqu'un en situation de crise, par exemple, il n'y a pas de solution miracle, hein, donc au bout d'un moment, on n'est pas… Voilà. Et pouvoir pratiquer cette réassurance-là auprès des équipes de structure, ça permet, je pense, effectivement, d'être sur un partenariat équilibré. Et puis d'être vraiment dans une qualité de partenariat, dans le cadre d'un travail vraiment en synergie, et non pas un travail de côte à côte. Voilà. Merci pour cette revalorisation, c'est de l'objectif qui reste, ce serait que la réduction des risques. Alors, il y a les remarques, Eric Popam qui met en commentaire que la réduction des risques, c'est aussi du soin. Je pense que peut-être que Christophe voulait aussi parler, voilà, du soin, dans le sens peut-être celui qu'on calque sur le mot soin, un peu plus médical, voilà, centré sur ce seul volet-là, et sur le fait que là, on parle, voilà, de manière très générale de la réduction des risques en termes de qualité de vie, comme vous dites. De prendre soin. Oui, votre précision, oui, l'RDR, c'est bien sûr prendre soin d'eux, oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a une question en tant qu'infirmier. N'hésitez pas aussi à le dire à l'oral si vous avez le micro. En tant qu'infirmier coordinateur d'une structure médico-sociale avec une équipe pluridisciplinaire, nous accompagnons régulièrement des personnes avec des problématiques addictives. Et je suis toujours en difficulté pour savoir vers qui orienter les personnes entre le CHU Nord ou le XAPA. Nous laissons le choix à la personne, mais parfois elle est déjà suivie dans le CHU ou XAPA. Mais pour les personnes n'ayant jamais eu de suivi, comment faire le choix entre un type de suivi XAPA ou le CHU Nord, toujours dans la levère et la réduction des risques? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des éléments de réponse par rapport à cette question, du coup. Moi, je peux tenter de répondre à la question. Alors déjà, c'est un des premiers axes du travail qui est fait au niveau de la sensibilisation aux équipes de terrain. On explique un peu les modalités d'accompagnement. Donc, au niveau du CHU, il y a des entretiens individuels, ça dépend de l'usager, il faudrait évaluer en fait. Il y a des gens qui ont tendance à se dire j'habite plus proche de Belle-Pierre du CHU et donc je préfère aller au CHU. Il y a des gens, ça va être vraiment ça, proximité. Et puis après, tu as aussi les modalités d'accompagnement. Moi, j'ai tendance à penser que l'accompagnement en XAPA, il est un peu plus individuel peut-être, là où le CHU propose
durant le sevrage, mais aussi durant l'hôpital de joie, une dynamique un peu plus collective. Je pense que si on veut pousser l'introspection, si la personne est en capacité de pousser, peut-être plus intéressant d'aller en XAPA, parce qu'il y a aussi des travailleurs sociaux, il y a, enfin, voilà. Et dans un autre cas, dans le cas où la personne serait peut-être un peu plus isolée, où elle serait vraiment, elle aurait besoin d'être protégée, là, le CHU est peut-être un peu plus adapté. Merci pour la réponse. On peut aussi voir aussi avec la personne la perception que certains peuvent avoir du milieu plus médical, hospitalier. Peut-être que ça peut soulever aussi certaines, des fois des réticences à déconstruire, mais c'est vrai que ça peut aussi voir aussi le ressenti de la personne quand on lui parle d'une structure ou de l'autre. Ça peut être aussi à creuser. Alors merci Sonia qui nous envoie. J'inclurai aussi dans le mail qu'on vous enverra à la fin là, les documentations qu'on vous envoie. C'est vrai qu'il y a pas mal de ressources. Et ce qui peut être intéressant aussi pour rejoindre la présentation de Florine, c'est vrai que c'est le fait aussi de se rapprocher des structures aussi qu'il y a, que vous avez dans à proximité. Parce que c'est vrai que la question aussi de créer une culture commune et de se sensibiliser, et réciproquement en fait. Souvent, ce qui est intéressant, c'est aussi de croiser. C'est-à-dire que les professionnels de la dictologie vont avoir aussi la connaissance quelque part du fonctionnement de ce qu'est une consommation des substances psychoactives, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi la plus-value des professionnels d'hébergement dans la connaissance qu'ils ont des publics, des problématiques rencontrées, etc. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir ces temps aussi communs pour que chacun, voilà, comme vous le faites à la Belge, voilà, on échange un peu nos pratiques et aussi au-delà d'échanger ces connaissances, c'est aussi travailler un peu sur ces manières de faire, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des manières de faire très différentes selon les structures et qui peuvent des fois porter un peu à confusion sur pourquoi est-ce que les professionnels ils ont pris cette décision qu'on ne comprend pas forcément par rapport à voilà, ce que nous, on aurait pu penser, enfin, ce qu'on aurait pu faire. Et c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'expliciter un peu son cadre d'intervention, ses manières de faire, pour que voilà, ça ne prête pas trop à confusion et à des quiproquos quand on accompagne les personnes. Et pour revenir aussi sur ce que disait Florine, je trouve que c'est intéressant le côté culture commune et le fait de si possible, intégrer vraiment l'ensemble de l'équipe dans ces temps de formation croisés. Pas forcément que les intervenants sociaux, mais vraiment toutes les personnes qui font la vie de la structure, parce qu'au final, tout le monde aussi peut être, de son poste, de son point de vue, peut être à même d'être confronté quelque part aux problématiques qui sont liées à la consommation. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir cette culture commune et d'apporter des réponses qui soient cohérentes d'une personne à l'autre, pour que la personne, elle ne s'en sente pas aussi en difficulté, si elle ne sait pas trop sur quel pied danser, si elle va avoir une réponse de la part d'un professionnel et puis une autre réponse totalement différente d'un autre. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un travail un peu global, de se dire, bon, globalement, on prend tout le monde et on travaille sur la question avec l'ensemble de l'équipe. Alors, je vois qu'il y avait Florine, justement, qui levait la main, et puis Laurent aussi. Oui, du coup, je vais laisser la parole à Florence Gilles, qui était travailleuse sociale au CHRS Pierre-Morange, donc qui a expérimenté aussi les temps de travail avec l'équipe mobile et qui est maintenant sur la VDL, parce que du coup, elle peut témoigner aussi des apports sur l'accompagnement et des différences aussi qu'elle fait entre ce qui est appris en école de façon très théorique et des difficultés qu'elle a rencontrées sur le terrain. Oui, bonjour à tous. Moi, étant monitrice éducatrice depuis 2018 à la BJ, j'ai connu le CHRS Le Logis et l'année dernière, en 2020, période de confinement, j'ai travaillé au CHRS Pierre-Morange. Et c'est vrai qu'au niveau théorique, lorsqu'on nous explique en formation que voilà, les étapes, les phases d'alcoolisme, c'est ça, phase 1, phase 2, phase 3, on nous explique ça en école. Ce n'est pas la même chose qu'on rencontre sur le terrain, parce que là, on est directement confronté aux difficultés de la personne, mais également,
ces difficultés à faire le lien dans son milieu, dans son environnement, avec les travailleurs sociaux, avec les administrations. C'est très compliqué pour la personne qui consomme. Et les difficultés que j'ai eues, c'est aussi par rapport aux cannabinoïdes, là. Comment? Cannabinoïdes. Bon, nous, c'est le tabac chimique, hein, on appelle ça plus facilement comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Alors ça, c'était vraiment retrouver la personne dans des états vraiment légers, hein, il faut dire comme ça. On peut se dire comme ça. Et là, on se retrouve vraiment démunis en tant que professionnel sur le terrain parce qu'on ne sait pas comment aborder la personne, comment anticiper cet état-là. Et grâce à Florine, on a eu des formations par le biais de l'équipe mobile. On a eu aussi des interventions directement sur le terrain. On est intervenu par le biais de l'équipe mobile. Et grâce à cette culture professionnelle-là, grâce à ces techniques, on va dire, d'approche, ces pratiques, et j'ai pu aborder la personne différemment et aussi créer une relation de confiance et aussi comprendre aussi cette consommation par rapport à la systémie, à l'environnement familial et à l'enfance qui est très important aussi chez la personne quand on l'accompagne de connaître son passé. Et je dirais que grâce à l'équipe mobile d'Addiction France, j'ai pu avoir des techniques d'approche que je n'avais pas en partie théorique, que je n'avais pas eu en formation. Voilà. Merci. Merci. Alors du coup, Laurent aussi. Juste pour rebondir sur deux choses. À l'école, en théorie, on apprend plein de choses qu'on ne sert pas. Je ne sais pas, la dernière fois que vous vous êtes servi d'un rapporteur ou d'un compas, vous me le dites. Sinon, je voulais rebondir sur Florine et sur ses propos à propos médecine de ville et autres, puisqu'on parlait là du milieu hospitalier aussi. Je crois aussi qu'on a tout intérêt et c'est de là l'intervention précoce, c'est pas précoce dans l'âge, c'est précoce dans une philosophie, et cette philosophie, elle est aussi dans cet environnement favorable. Je crois qu'il faut qu'on aille aussi essayer d'aller aborder ces questions, oui, avec la médecine de ville, oui, avec les collectivités. Là, on parle de la santé, on parle de l'hébergement, la VEJ en fait, mais il y a toute la question du travail, où il ne faut pas qu'on loupe cette partie-là, parce que ici, en métropole aussi, mais ici, on a un vrai problème autour de cette question de l'emploi. C'est vraiment un ensemble d'acteurs et de la cité au sens très large qu'il faut qu'on aille mobiliser sur ces questions-là. Ouais, il y a tout l'enjeu du travail en transversalité, comme on dit souvent, avec les différents acteurs. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est des choses qu'on évoquait aussi dans les autres webinaires, le fait que c'est intéressant de travailler dans la mesure du possible avec les partenaires qui peuvent être en amont, en aval du parcours des personnes, que ce soit pour leur orientation, mais aussi c'est vrai que voilà, dans la suite du parcours des personnes, pour que si elles soient aussi, si elles sont voilà, amenées à aller dans un autre hébergement dans le cadre de leur parcours, et puis y avoir aussi éventuellement un échange aussi pour que voilà, la réduction des risques touche le plus d'acteurs possible, pour qu'au final, voilà, le travail qui se fait autour de la non-exclusion des personnes soit pas amené finalement à être stoppé aux portes de l'hébergement, et qu'après la personne se retrouve avec les mêmes problématiques dans d'autres établissements. Et c'est vrai que c'est d'où l'intérêt aussi d'avoir un travail aussi en réseau quelque part, pour qu'il y ait le plus d'acteurs possible aussi qui soient intégrés sur cette question, sur ce champ-là. Alors je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur ces interventions. C'est le moment ou jamais. Non, pas forcément.
En tout cas, déjà, merci beaucoup aux différents intervenants pour vos présentations. On pourra vous envoyer les PowerPoint aussi des interventions, parce que c'est vrai qu'ils étaient très complets. Alors, il y avait Laurence, je crois que vous venez de lever la main. Oui, non, simplement, si on arrive à la fin, Marie, juste dire que du coup, conscient qu'on a, avec les collègues du territoire sur la HI, pas mal de travail à faire là-dessus. La transversalité, il faut qu'elle s'opère aussi de notre côté, donc pas de problématique particulière pour mettre en place des réunions transversales sur nos CHRS pour commencer et d'autres établissements après. Ouais, super. Bah, écoutez, de toute façon, après, chacun, vous avez la possibilité aussi d'avoir les coordonnées des uns et des autres, parce que comme je vous ai envoyé un mail, normalement, vous pouvez les avoir aussi. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter justement à monter aussi ce genre d'initiative en parallèle. Et Mayotte aussi, parce qu'on n'a pas eu Monsieur Trénier, mais il est là, il acquiesce, donc, donc voilà. Mais du coup, je vais... Ouais, alors oui, la question en parallèle. Je vais laisser aussi la parole peut-être à Lali en dernier lieu pour qu'elle puisse vous présenter les perspectives pour l'océan Indien, parce que voilà, il y a des choses à venir. Ça ne s'arrête pas évidemment après ce webinaire-là. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci. Alors, juste 2 mots pour vous dire que justement, par rapport à tout ce qui s'est dit, on a fait ces constats-là ensemble, du côté de la HI et du côté de la dictologie, et que nous avons répondu donc conjointement à l'appel à manifestation d'intérêt de la DIAL, et nous avons présenté un projet qui s'appelle le dispositif d'intervention précoce précarité, pour la prévention, la réduction des risques et la prise en charge des addictions auprès des publics précaires qui sont accueillis, accompagnés, hébergés. Ce projet est porté administrativement par la Fédération des acteurs de la solidarité océan Indien en partenariat avec le réseau OT et puis avec Addiction France. Et dès le début, les acteurs de la HI se sont joints, donc la PEJ en fait partie, la LEFPA également, Allons dehors, le CEVIF, la Croix-Rouge française, Emmaüs Grand Sud, la Mission locale Est à La Réunion et la Fondation Le Refuge, et évidemment tous les autres adhérents et partenaires de la FAS et des autres partenaires du projet. Et donc, l'idée, c'est de permettre, en fait, de former et outiller les professionnels du secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, en renforçant donc leurs compétences, en actualisant leurs connaissances par l'organisation de formation, en fait, par les acteurs de la dictologie. Il s'agit également de favoriser donc la coordination pluridisciplinaire entre les différents acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires, addictos, AHI, pour déployer donc ce dispositif intégré d'intervention précoce sur tout le territoire réunionnais. Et il s'agit de renforcer les équipes mobiles des acteurs de la dictologie qui existent déjà et qui travaillent déjà. On a eu les témoignages aujourd'hui, en étoffant donc les équipes, en intégrant 2 pairs aidants, donc 1 sur chaque équipe, pour réduire la distance thérapeutique et épauler en fait les professionnels qui interviennent déjà. Et l'idée, c'est que nous allons également produire et disséminer un guide du dispositif d'intervention précoce précarité à La Réunion à destination de tous les professionnels qui interviennent dans ces domaines-là. Et donc, nous avons vocation à aller vers les partenaires qui se trouvent dans l'océan Indien, donc sur tout le territoire de l'océan Indien. Et nous allons essayer de produire et de disséminer un livre blanc qui va regrouper les besoins qui sont non adressés ou les aspects à améliorer, des propositions de solutions co-construites avec les acteurs de terrain et les institutions partenaires. Et bien sûr, dans l'objectif de pérenniser ces dispositifs, ces équipes mobiles qui existent déjà à La Réunion.
Voilà. Et donc, même si tous les acteurs de l'AHI ne se sont pas manifestés dans cette phase de réponse à l'appel à manifestation d'intérêt, nous allons ouvrir donc la participation à ce projet à tous les acteurs qui sont intéressés et qui peuvent bénéficier en fait de la formation, des journées d'échange de pratiques entre professionnels et puis des outils qu'on va produire dans le cadre de ce projet. Merci Lali. Et du coup, n'hésitez pas en copie des mails qu'on vous a transmis pour l'invitation, etc. Vous avez les adresses mail, notamment de Lali. Donc, si vous voulez prendre contact avec elle, il ne faut pas hésiter pour la suite. Et j'en profite aussi pour dire que du coup, donc la FAS nationale a aussi un projet déposé donc, en partenariat avec la Fédération Addiction. Donc l'océan Indien n'est pas dans les régions concernées, parce que voilà, il y a déjà la FAS régionale qui lance un projet dans le cadre de la DIAL. Mais du coup, il y aura aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on va travailler du point de vue de la formation, etc. Donc, on essaiera aussi de faire bénéficier l'ensemble des structures, un maximum des outils qu'on va construire dans ce cadre. Donc, voilà, il y aura déjà des premières choses qu'on va publier en début d'année 2022, mais tout au long des projets, on essaiera aussi voilà, de faire en sorte que tout ce qu'on construit puisse bénéficier au plus grand nombre. Sachant que là, à l'issue du webinaire, donc je vais vous envoyer un petit récapitulatif des outils. Je joindrai aussi les webinaires qu'a proposé Sonia dans la conversation sur le côté, donc je vous les enverrai. Mais du coup, il y aura aussi ce petit récapitulatif des outils qui existent concernant la réduction des risques en hébergement, parce qu'il y en a déjà quelques-uns. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi, voilà, parce qu'il y a déjà des premiers éléments qui, à force des coopérations, des collaborations, des projets qu'on peut mener, ont été construits. Donc, on essaie de compléter au fur et à mesure selon les besoins qu'on recense. Mais il y a déjà des premières choses, donc je vous invite à regarder le mail que je vous enverrai. Voilà, mais du coup, merci beaucoup à tous pour ces échanges. Je vois qu'il y a eu des échanges de numéros aussi dans la conversation, donc n'hésitez pas aussi voilà, à prendre contact avec les partenaires potentiels voilà, pour continuer de travailler ensemble un maximum et à prendre contact du coup avec Lali concernant le projet Amidial qui va arriver. Et du coup, on vous fera suivre les présentations respectives, la liste des outils qui existent à ce sujet voilà, à la suite du webinaire. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous mets le lien d'évaluation qu'on prévoit parce qu'on essaie de faire toujours mieux d'une fois sur l'autre. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits leviers d'amélioration ou si vous avez trouvé voilà, les choses qui fonctionnaient bien. On est preneurs parce qu'il nous reste encore quelques webinaires d'ici la fin de l'année. Mais merci encore à tous, en tout cas pour votre participation. Et puis, je vous souhaite de belles choses à venir pour vos coopérations et puis encore. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.